Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub. Racaille, la 191e. Nous sommes le 5 février 2013. Le fond de l'air est toujours frais, sans soleil, mais ça fait un moment que ça dure. On commence à avoir l'habitude et en avoir aussi ras-le-bol sur Paris. Avec notre camarade Piquet-Cou à la régie. Bonjour tout le monde. La programmation musicale et à tant d'autres choses. Notre Jean, notre hussard noir qui arrivera sur les burnes de midi moins le quart, puisque vous savez qu'il se fait torturer évidemment tous les mardis, mais pas que le mardi, toutes les semaines, tous les jours de la semaine, par un kinésie, un adepte de la torture en ligne. Et puis Shlomo qui vous cause dans le poste de cette émission qui évoque l'artiste dans la société. Mais où est-il donc? Eh ben, on vous répond tout de suite qu'il est partout sauf dans cette société, donc en dehors de celle-ci, pour singer un peu l'appendice. L'artiste et l'engagement politique en toc, ben là aussi il est régulièrement absent. Vous n'entendez pas beaucoup parler d'artistes qui prennent position contre ceci, contre cela, contre toutes les merdes qui nous arrivent sur la gueule en ce moment. L'artiste et la religion, là, par contre, il y en a qui y croient, qui vont prier dans les églises périphériques. Et pas que, il y en a aussi à Paris, des églises, pas mal même. Voilà, pour demander au Très-Haut son aide d'urgence, qui consiste à espérer une réussite artistique et sociale hors norme. Et l'obsession des artistes, c'est pas tellement de créer, mais c'est surtout de gagner de la thune et de la notoriété. L'artiste et la science, ils sont pas très différents de la plupart de nos concitoyens. L'artiste et la science, on sait depuis quelques mois maintenant quand même, que grâce à un de nos correspondants en Finlande, camarade Juju, qu'il y a des scientifiques qui s'intéressent, eux, à l'art. À l'inverse, les artistes n'ont rien à battre de la science en général et en particulier.
Et l'artiste et l'autorité, vous savez ce qu'on lui dit à l'autorité dans cette émission, mais pas que, dans pratiquement toutes les émissions de cette radio, on lui dit à l'autorité qu'on l'emmerde, voilà. C'est notre espèce de leitmotiv. Bon. Avant de passer à la mini-tube de Luminance de Momo la Science, notre camarade Pécheco en régie va vous passer une petite zik à faire pleurer dans les chaumières. Ouais, je vais vous passer Fleur de misère de Bert Silva. Silva, Fleur de misère. Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40. Et la mini-tube de Luminance de Momo la Science, animée par Esther Jean-Lemou, pour vous causer tout de suite à propos de cette fleur de misère d'une émission que j'ai vue sur Arte, je pense. Je pense que c'est Arte, oui, concernant justement ces mamans ou ces gens en général, enfin ces mamans en particulier, parce que c'est ce qui m'a touché dans cette émission, surtout une maman avec 4 enfants qui s'était tirée un soir de chez elle avec un baluchon de linge, la tête en sang parce que son compagnon l'avait massacré, et voilà, et qui s'est retrouvé sur le paveton de la rue de Paris, donc avec ses 4 lardons et son baluchon de linge des enfants et d'elle-même d'ailleurs, voilà. Et donc elle disait qu'elle devait vivre avec 1,84 € par jour, par personne, donc pour 5 personnes, chacun 1,84 €. Évidemment qu'elle pouvait pas vivre avec ça, parce qu'une fois qu'elle avait payé, évidemment, une fois que tous les frais de loyer, d'électricité, tout ça payé,
Alors, elle allait au Secours populaire. Heureusement qu'il y a le Secours populaire, et pas que le Secours populaire, mais entre autres le Secours populaire. Il y a aussi d'autres secours que celui-là, mais enfin celui-là, il est quand même en pointe un peu tout le temps, qui lui permettait de manger, enfin de faire manger surtout ses enfants. Et ce qu'il y avait de vraiment touchant, de vraiment poignant c'est c'est une jeune femme, elle avait une quarantaine d'années, qui se battait, quoi, qui pensait, enfin, qui disait entre autres, et c'était encore là extrêmement bouleversant, que voilà, quand ces gamins lui demandaient maman, une de ses filles ou ses garçons peut recevoir un copain d'école, etc. Bon. Et maman, elle disait toujours oui, évidemment, parce que les autres mamans des copains d'école, elles n'avaient pas de problème pour dire oui, elles n'avaient pas 1,84 € pour vivre par jour. Et donc, elle essayait au maximum que ses enfants aient une vie comme les autres enfants. Elle cachait vraiment à ses enfants toutes ses difficultés, etc. Et quand des enfants, des copains de ces gamins venaient, elle masquait évidemment tout ce qui pouvait faire un rappel au secours populaire, etc. Évidemment, parce que si les adultes ils peuvent assumer, si vous voulez, ce genre de choses, les enfants peuvent en éprouver évidemment de la honte, parce qu'on sait qu'entre eux, les enfants, ils sont pas de cadeaux, quoi. Donc voilà. Alors donc il y a évidemment cette maman, oui jeune, parce que c'était que des enfants en bas âge, qui était pour moi vraiment le point le plus douloureux de cette émission. Mais il y avait pas évidemment pas qu'elle. Il y avait aussi des retraités qui n'avaient pas suffisamment d'argent pour vivre. Il y avait des jeunes aussi. Il y avait un jeune homme entre autres qui faisait des études, et puis bon, évidemment sa maman, il avait perdu son papa, sa maman se retrouvait seule, veuve, avec un petit boulot, petit salaire évidemment. Donc elle pouvait pas vraiment l'aider, elle l'aidait comme elle pouvait, quand même. Mais donc lui aussi, il avait recours au secours populaire pour pouvoir manger, voilà, pour pouvoir continuer ses études, manger, etc. C'était donc voilà une plongée assez profonde dans le quotidien d'une grande partie de nos concitoyens. Il ne faut pas croire que ce sont des cas isolés, exceptionnels. Non, il y en a des millions. Oui, aujourd'hui, voilà, des gens qui sont dans la précarité comme ça, et ça a explosé ces dernières années, évidemment. Tous les ans, on a des commentaires des associations caritatives telles que le Secours populaire, enfin les Restos du Cœur, etc., les banques alimentaires, qui rendent compte de la progression hallucinante des demandeurs d'aide, voilà. Alors là, j'ai à nouveau ce flash de ce retraité qui vient, et donc on fait une évaluation, si vous voulez, dans ces lieux. Il y a des gens, des bénévoles qui évaluent. Vous venez avec tous les documents nécessaires, relevés de feuilles d'impôt, etc., pour loyer, machin, pour qu'ils puissent évaluer parce qu'il faut être au-dessous d'un seuil, il faut être à moins de 7 € de revenus par personne, enfin toute charge déduite évidemment de ce qui reste, moins de 7 € par jour pour pouvoir bénéficier d'une aide alimentaire, quoi. Et ce retraité, ça dépassait les 7 €. Et il fallait voir sa tronche et il allait se tirer, quoi, évidemment, parce que ça dépassait. Bon, oui, ça dépassait. Il faut quand même à un moment, il y a un seuil, soi-disant. Enfin, moi, je suis pas là pour juger. Je suis pas dans le coup, mais bon. Et alors cette préposée justement au justificatif, je disais mais non, monsieur, prenez pas ça mal comme ça. Moi, je fais qu'énoncer les choses auxquelles je suis soumise, quoi. Mais ne partez pas comme ça. Je vais faire tout ce que je peux pour vous. Et elle est partie dans les réserves, lui préparer deux gros sacs de nourriture, de manière à ce qu'ils repartent pas non seulement les mains vides, mais aussi un petit peu la tête vide, en pensant que oui, bon voilà, même puisqu'il avait un peu plus de 7 € par jour pour vivre, qu'il était exclu de toute solidarité. Non, c'est, vous savez, les bénévoles qui assurent la permanence de ces lieux de secours, ils font un travail aussi remarquable bénévolement, justement. Et souvent le jeune homme, par exemple, dont je viens d'évoquer la situation, ce jeune étudiant, lui,
pour remercier évidemment le secours populaire de l'avoir pris en charge pour sa nourriture, eh bien, il va aussi, quand il le peut, le plus souvent qu'il le peut, aider dans un centre de secours populaire comme bénévole, évidemment. Voilà. Il y a un échange, il y a une solidarité, il y a des gens qui sont vraiment dans le bas du bout du bas de la pauvreté, qui vont s'occuper de tout ça pendant ce temps-là, malheureusement, mais ça on est habitué depuis le temps, on est habitué, mais enfin on s'y fait quand même pas du tout. Surtout ceux qui en ont besoin, ceux qui sont dans la misère. Nos politiques se gavent toujours un max, voilà. Bon, eux, ils remettent pas en cause leur salaire, ils ont pas besoin d'aller à la soupe populaire, ils ont les restos parlementaires, les restos de l'Assemblée, du Sénat, etc. Croyez-moi que là, on bouffe pas pour 7 € par jour, voilà. Et ils ont des indemnités qui leur permettent de se gaver. Et ils sont tous bien portants, hein. Vous avez remarqué, ils ont pas l'air de crever la dalle. Voilà. Vous me direz, bon, oui, mais c'est pas parce que ceci, c'est pas parce que non, mais quand même, il y a des choses qui pourraient avoir des valeurs d'exemple. Mais bon, là, l'exemple, il vient surtout pas d'en haut, il vient d'en bas. Mais je dirais que c'est pas une nouvelle, c'est toujours un peu comme ça, voilà. Je voulais vous parler un peu de ça, vous me direz, il y a des sujets en ce moment qui mobilisent toute la presse, télévisuelle, papier, etc. On en fait des kilomètres et des kilomètres. Et pendant ce temps-là, vous avez des millions de nos concitoyens, mais pas que nos concitoyens. En Europe, il y a 18 millions de pauvres en dessous du seuil de pauvreté. 18 millions, c'est une estimation, à mon avis, une estimation basse. Hein. Bon, enfin voilà. Donc c'est pas. Et puis vous savez que ces 18 millions de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, dans la malnutrition, le mal logement, le mal de vivre, le mal de tout ce que vous voulez. Dans ces temps de misère et de crise, notre chère Europe, enfin chère entre mille guillemets, supprime l'aide alimentaire, l'aide, etc., etc., etc. Oui, tout est. Eux aussi, nos députés européens, nos parlementaires européens, on peut pas dire qu'ils soient dans la misère non plus. Vous voyez, ils ont 2 parlements, il y en a un à Bruxelles, un à Strasbourg, enfin 2 lieux. Chaque fois qu'il y a un déménagement de l'un à l'autre, ça coûte des centaines de milliers d'euros. Pour aller siéger pendant une journée à Strasbourg, ça coûte une fortune. Voilà, des choses comme ça, des gabegies invraisemblables de thunes, alors que ces thunes-là pourraient être employées pour permettre à des êtres humains de vivre un peu plus décemment. Voilà. Moi, je vais vous emmener à Barcelone. Alors, si en Afrique, un proverbe dit « un ancien qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle », à Barcelone, on dit dorénavant « une librairie qui meurt, c'est pour laisser la place aux burgers ». Un billet qui fait écho à celui de notre Shlomo sur l'appel des 451 il y a 2 semaines, quand l'ensemble des travailleurs du livre s'est retrouvé à la parole errante à Montreuil pour trouver des solutions face à la disparition programmée du livre, des libraires et des librairies. À l'heure où de grandes enseignes de la distribution culturelle, telles Virgin Megastore en France, HMV en Grande-Bretagne, sont placées en redressement judiciaire et que la consommation de biens culturels se dématérialise de plus en plus, 2 grandes librairies emblématiques de Barcelone ferment leurs portes à partir du 1er février. La Libreria Catalonia et la Libreria Prora Espais. La première, est fondée en 1924, est un symbole de la ville, en mettant depuis toujours à l'honneur la langue catalane, et ayant su jusque-là résister à des décennies tourmentées. À son entrée depuis quelques semaines, on peut lire « Après avoir survécu à une guerre civile, un incendie dévastateur en 1979 et à un conflit immobilier, la librairie Catalonia fermera définitivement ses portes. Et avec elle, un pan de l'histoire de Barcelone. » Car la Catalonia, installée depuis 1931 Ronda de Sant Pere, à quelques pas de la place de Catalogne, était bien plus qu'une librairie. C'est une maison d'édition, une imprimerie, un lieu d'exposition, une maison de la presse. Le poète Federico García Lorca et le révolutionnaire André Unín y ont donné des conférences mémorables.
Un slogan était d'ailleurs affiché sur la devanture en grandes lettres, résumant l'esprit du lieu. El món es governat per libres, le monde est gouverné par les livres. Si pendant les années de pouvoir de Franco, la librairie a été obligée d'abandonner son nom catalan pour le plus castillan, la Casa del Libro, la maison du livre, elle n'a jamais abandonné son combat pour mettre en avant la littérature catalane et a repris son nom d'origine dès la mort du dictateur. Mais la Catalonia n'a pas su résister à la crise qui frappe l'Espagne depuis 2008 et aux difficultés de secteur de la librairie face aux géants du commerce électronique. 2008 a d'ailleurs été la dernière année de bénéfices pour la librairie. Incapable de maintenir le salaire de ses 10 employés, ses 800 mètres carrés de surface, ses 135 000 références de livres dans sa base de données, elle devrait être remplacée, à en croire la presse catalane, par un restaurant McDonald's. Certains avancent également une mauvaise gestion pour expliquer cette fermeture anticipée. La Catalonia aurait fait des choix stratégiques hasardeux en misant pendant des années sur des subventions du gouvernement catalan sous la forme d'achats massifs de livres. Des commandes qui auraient stoppé net avec la crise. Dans le quartier chic du Passeig de Gràcia, une autre librairie n'ouvrira pas ce week-end. C'est la librairie Proa País qui appartient au groupe Encyclopédia Catalania, un éditeur de dictionnaires, d'encyclopédies et de manuels scolaires, qui a terminé l'année 2012 avec des pertes de 500 000 € et un chiffre d'affaires en nette baisse, et qui a lancé début janvier un plan de licenciement de 25% de son personnel. Donc voilà, plutôt que d'envisager un déménagement de sa librairie qui aurait pu lui permettre de baisser ses charges locatives, le groupe a préféré se séparer des 6 employés de la librairie et se recentrer sur son activité de production éditoriale. La vente des livres, elle se poursuivra en ligne. Donc ces 2 fermetures réduisent un peu plus l'offre de librairies dans la capitale catalane, où une trentaine d'établissements ont déjà disparu depuis 4 ans. Mais le devenir du 3 Ronda des Samper, où les odeurs de friture remplaceront sous peu celles des livres, ne peut laisser qu'un goût amer. Voilà, donc ça c'est un texte qui est inspiré de Mathilde Gérald, qui écrit ça sur un blog qui est hébergé par Le Monde. Oui, Dominique, voilà, on est là, on a nous aussi une librairie fédérale, la librairie Publico, qui est dans la tourmente, mais je pense que le devoir, le devoir des petites librairies militantes comme ça, qui sont aussi confrontées évidemment au numérique, hélas, ils ont un devoir de résistance tant qu'elles le peuvent, parce que si tout le monde baisse les bras, dans peu de temps il n'y aura plus de lieux conviviaux comme ça où il se passe autre chose que sur le net. Il faut le dire quand même, le contact humain c'est quand même primordial. Nous sommes avant tout des humains, nous sommes pas des machines, des robots, donc on a besoin de toucher des mains, on a besoin de sentir des haleines, de croiser des yeux, des regards, des sourires, etc. Voilà. Et je pense qu'il y a comme cet appel des 451 il y a 2 semaines que vient d'évoquer Piquécou à propos de cette histoire de Barcelone, avec la librairie barcelonaise. Voilà, il faut résister, il faut trouver des solutions pour que les librairies restent, soient pérennes, ne bouclent pas, parce qu'il y a aussi une espèce de mode, une espèce de chose dans l'air du temps. Ça fonctionne plus, donc on ferme. La rentabilité, qu'est-ce que ça veut dire la rentabilité? C'est évidemment qu'il faut pouvoir continuer à subsister, etc. Mais il faut savoir aussi que des fois, quand on arrive à passer des caps, à résister, à tenir le coup, c'est comme dans une maladie, il y a des périodes de rémission. Il faut pouvoir les surmonter. Il faut pouvoir aller au-delà du pic, comme une grippe. Premier pic, deuxième pic. Si on passe les 2, on est bon. Après, on peut continuer. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de petites, il n'y a pas de grandes librairies. Il y a des lieux ou de diffusion du livre qui sont, de mon point de vue, et pas que seulement du mien, mais ces 451 qui se sont réunis il y a 2 semaines à Montreuil, c'était des professionnels, des gens qui sont dans le métier depuis longtemps, mais pas seulement des libraires. Il y avait des éditeurs, il y avait des gens de l'imprimerie, il y avait des gens de la diffusion, il y avait toute la chaîne du livre qui était là et qui manifestait pour dire résistons, il faut se battre, il faut pas baisser les bras, il y a des périodes difficiles, il y a du manque de thunes, il y a du manque de ceci, cela, mais une librairie, ça doit rester quelque chose de vraiment vital dans les acquis de savoir, etc.
C'était Nana del Cabello, un poème de Federico Garcia Lorca, interprété par Nilda Fernandez. Merci beaucoup, Piquécou. On poursuit donc... Tiens, il y a quelqu'un qui se ramène. On poursuit donc l'émission avec Rouge Soutine par Olivier Renaud, un bouquin qui est écrit en 2012. Et dans cet essai, dont notre camarade Piquécou va vous lire un extrait, l'auteur nous propose une biographie incisive. Oh, voilà notre Jean. Alors là, attention, il va pleuvoir. Hein. Non, mais il pleut déjà. Mais... Bon, bonjour, je suis en train de réécouter. Ouais. Donc cette Piquécou va nous lire un extrait de notre Jean. L'auteur nous propose une biographie incisive, un exercice aérien inhabituel et très bien réussi. Oui, les exercices aériens, des fois, ça termine mal. Rien n'a pu empêcher Haïm Soutine d'accomplir sa vocation. Pour des raisons sans doute différentes, mais au même titre que Modigliani, l'un des rares avec lequel il entretenait une véritable amitié, il entre dans la légende de l'art. Ses couleurs fulgurantes, ses paysages affolés, au bord du cataclysme. Non, là, mon Jean, il a la plume qui irise. Hein. Ses portraits pénétrants et déchirés en font l'une des figures majeures du courant expressionniste européen. Et j'ajouterais que mondialement, je pense qu'il les écrase tous. Faut pas vous inquiéter, depuis quelques jours, Robert et Soutine ne font plus qu'un. Mon Jean, qu'est-ce qui se passe? Il t'a pas tué ce matin? Presque. Non, mais vous verriez notre Jean, dans quel état pitoyable il est. Non, mais un géant comme ça, complètement cassé. Les Allemands ont mis au point un canon à très longue portée, la fameuse Grosse Bertha, qui leur permet de frapper Paris, faisant des victimes civiles et de lourds dégâts matériels. Zborowski tient à protéger ses poulains. Il décide de les envoyer dans le midi de la France. Pardon, Piquécou, je pars maintenant t'interrompre. Il faudrait spécifier qui est Zborowski. C'est pas le portier, hein, c'est un marchand d'art. Mais oui, mais on en avait parlé déjà plusieurs fois. Oui, mais tu sais, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Donc, accompagné de Fujita et de son épouse Fernande Barret, Soutine et Modigliani rejoignent à Vence Félicie Sandrars. Comme tant d'autres, il semble que Soutine ait connu l'éblouissement de la lumière du midi. Loin de sa sombre terre natale et de la grise lumière de Paris, il découvre les ocres des murs et des sols, le rouge des tuiles romaines, les différents verts de la végétation, et surtout cette lumière dorée parfois écrasante qui semble figer le temps. Peintre du mouvement et de l'instable, il est lui-même en mouvement. À cette époque, comme tout au long de sa vie, il ne cesse de déménager, de bouger, vivant comme un vagabond. Il parcourt de longues distances. Sa boîte à couleurs, attachée à la hanche par une ficelle, rapporte son biographe Courtion. Lorsqu'il pousse jusqu'à la Gaude, à un peu plus de 7 km de Vence, environ 2 heures de marche, il dort sur place, dans le presbytère désaffecté. Soutine varie les sujets de ses paysages. Petits hameaux de maisons blotties les unes contre les autres, comme saisis en bouquets, arbres tordus, noueux, agités par le vent, chemins ocres montant abruptement en diagonale vers un coin du tableau, caractéristique de son œuvre. Courtion verra en l'oblique la marque de l'inquiétude et du déchirant. L'horizontal existe peu chez Soutine. Les verticales tendues, les plans inclinés, les diagonales figurent du mouvement du faux échec. Les routes s'élèvent avec brutalité, l'ascension est difficile, la voie droite n'est pas la vraie voie. Malgré la lumière qui explose, on sent dans ces paysages un tourment profond. Une catastrophe va survenir, imminente. D'autres fois, elle se manifeste, déjà à l'œuvre, sous nos yeux. Rien d'apaisé chez Soutine, mais au contraire la mise en scène d'une apocalypse, en son sens premier de révélation, permanente, convulsive, colorée, implacable. On croirait un tremblement de terre, tout se disloque. Et pourtant, d'éminents spécialistes le soulignent, tout cela est construit, pensé, structuré. Chez lui, le désordre est un autre ordre, redistribué dans l'espace. Lors de ce séjour dans le Midi, il peint la première version d'un motif qu'il reprendra souvent quelques années plus tard, l'escalier rouge à Cagnes. Bordé de fleurs et de maisons blanches, grimpant vers la droite, l'escalier, avec son rouge vif strié de travers en bois, marquant les marches, ressemble à une gigantesque côte de bœuf.
Rochoutine, merci Pichichu. Rochoutine est publié par les éditions de la Table Ronde. Vous pouvez commander le livre auprès... Ah ben non, il y avait une autre... auprès de la librairie Publico. Je suis con. 145 rue Hamelot, 75 011 Paris. Métro Robert. Robert Koch, fils du République. Le téléphone, mon Jean. Oh, ça m'a manqué. Le téléphone, mon Jean. Le téléphone de quoi? De Publico. De Publico. Non, là, tu me prends de... Ben non, mais c'est toi qui le fais d'habitude, alors. Bah oui, mais... Bon, alors, bon. Le téléphone, c'est le 01 48 05 34 08. Je répète, 01 48 05 34 08. Je répète, 01 48 05 34 08. Le site www.librairie-publico.com. Voilà. Mon Jean, ouais. Voilà. Et alors, Piquet-Coup, il faudrait peut-être quand même expliquer qui est Fujita, qui est Fernand de Barret, Bah ouais. qui est Modigliani, Oui, qui est Félicie Sandrars, et surtout qui est la grosse Bertha. Non, mais oui, C'est une nouveauté maintenant. C'est ça. fastoche. Maintenant, c'est plus de la lecture, c'est de l'explication de texte. Voilà, Hein, mon sang. hein. Non, mais Zborowski, quand même, ça valait le coup, parce que c'est quand même lui, grâce à lui, que Soutine a pu quand même... Je me demande si t'es pas en train d'essayer de profiter de mon absence pour changer la formule de cette émission. Méfiance, méfiance. Non, bon. Bon, je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40. Et je rappelle aux auditeurs, s'ils n'en sont peut-être pas aperçus, que notre Jean est arrivé, qu'il a bien perturbé tout le déroulement serein de cette émission, en m'envoyant des pics et en me regardant d'un air furibond. Enfin, il est là, quoi. Il est souriant, mais il est un peu chinois pour ça. Plus il souffre, plus il sourit. Donc là, comme il sourit beaucoup, je suppose que ça va vraiment faire mal. Bon, les gars.
c'était Sanseverino qui interprétait Rouge. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, c'est-à-dire ça va être son pub. Un racaille, la 191e avec notre Piquet-Cou et la régie et la programmation musicale. Puis il y a d'autres choses, enfin on vous dira pas tout aujourd'hui. Notre Jean qui est arrivé de bonne heure par rapport à la dernière fois et l'avant-dernière fois. Mais il est complètement, voilà. Et ce qu'il vient de m'avouer, c'est qu'il a fait un mauvais rêve cette nuit, qu'il l'a fait bouger d'une manière qui est encore pire que le mauvais rêve. Et résultat, ce matin, il est cassé comme si c'était hier qu'il s'était bugné sur sa roche, sur le plateau de Koumili. Voilà, mon Jean. Tu as quelque chose à ajouter pour ta défense? Rien pour l'instant. Mais je prépare mes munitions. Bon, on va rester avec notre Jean qui nous incite à causer évidemment toujours des choses. C'est lui toujours le penseur, le concepteur de cette émission. Alors là, c'est Haïm Soutine, comme par hasard. Que je dois m'y coller de la Haïm Soutine, mais le 1943, qui naît d'un shtetl de la Russie pourrite tsariste, et puis qui s'est ramené à Pantruche. Non, mais il faut le faire, on imagine au 19e siècle, un petit juif russe dans un shtetl pourri de cette Russie pourrite, qui parlait pas français, qui avait jamais voyagé, et qui prenait le train, qui se ramenait à Paris, tout seul. Voilà. Enfin, à Paris, il avait des contacts quand même. Ah, tu sais qui l'a fait venir à Paris? C'est pas Kikoï. Il connaissait Kikoïn, oui. Ouais, mais c'est Pinchus Crémienne. C'est le mec dont je vais parler moi, tout à l'heure. Ah ouais, d'accord. C'est lui qui a d'abord fait venir Kikoïn. Ouais, et ensuite, Kikoïn, ouais, d'accord. Crémeigne. Crémeigne, ouais. Voilà, Pincus Crémeigne. Ouais. Mais c'est moi, je dis là... Pinchus, mais bon. Ouais. Si, qui sont bêtes. Non, je tiens à mon accent. Ouais, hein, d'accord. Pincus Crémin. Je suis un enfant de Ménilmontant, oui, en quelque sorte. Oui, c'est comme quand Chevalier parlait anglais, quoi. Bon, ah ouais, non, mais c'est ça, moi, qui me laisse vraiment complètement pantois, c'est de voir que ces mecs-là parlaient pas un mot, rien, il était à moitié illettré, etc., qui se pointent à Pantruche. Comment il a entendu parler, tu dis que c'est Crémeigne qui leur a mis un doigt dans le cul, mais en fait, il est quand même venu. Ouais, non, j'allais dire, il parlait même que yiddish, en fait. Ouais, que yiddish, ouais, il parlait même pas le russe, il parlait que yiddish. Encore mieux. Parce qu'il faut dire que les shtetl, pour ceux qui ne sont pas initiés à ces choses-là, c'était des villages quasiment où il y avait que des gens de confession juive et qui parlaient entre eux, ils parlaient yiddish uniquement, quoi. Ils parlaient même pas la langue du pays où ils étaient, ils parlaient yiddish, quoi. Ils et puis il faut quand même préciser que l'antisémitisme qui avait cours à cette époque-là en Russie, c'était je ne me prononcerai pas sur la situation actuelle, mais ça pouvait aider à... Russie, Pologne, courage, Russie, Pologne, même combat. C'était pogrom et compagnie. Voilà, ça, on peut le dire que. Bon, enfin bref. Et notre Haïm Soutine, il se pointe à Pantruche, je crois que c'est à la Ruche. Alors, fallait dire que c'était un truc vraiment pourri, quoi. Ou au bateau Lavoir. C'était la Ruche? Non, à la Ruche. Rue de Danzig, oui. Un truc vraiment pourri. Une anecdote, je sais pas si on vous en a déjà parlé, mais avec son pote Modigliani, ils avaient une chambre, un truc vraiment... Alors, on peut pas imaginer le glauque. Et il y avait tellement de punaises que ces deux glands-là, ils se couchaient sur le sol. Autour, ils mettaient des bougies pour pouvoir bouquiner. Et ils avaient mis une rigole avec de la flotte pour pas que les punaises leur tombent dessus. Mais les punaises, c'est vachement malin, les punaises. Elles montaient au plafond et elles se laissaient tomber sur le plafond. Alors, elles étaient quand même bouffées par les punaises. Non, et puis tout ça dans le froid. Enfin bref, ils n'avaient rien pour se chauffer. Alors c'était des très jeunes gens. Ils ont vécu comme ça pendant des années, mais vraiment à la ramasse complète. Ils stagnaient dans des bistrots à Montparnasse, là, pendant des journées entières, en attendant qu'il y ait un pote un peu plus friqué qu'eux qui passe pour leur payer un café crème ou un bout de pain. Enfin voilà, c'était ça la vie des gens comme Soutine dans leur très prime jeunesse. Et puis et puis il bossait. Alors bossait comme il pouvait, parce qu'il y a par exemple Modigliani, ça lui est déjà arrivé. Il avait une maîtresse qui était complètement louvdingue, qui voulait le forcer à travailler, tout ça, qui l'enfermait. Un jour il s'est évadé, mais seulement il a pas pu récupérer ses clous. Il avait laissé ses peintures, ses toiles
toiles, ses pinceaux. Et après, il fallait qu'il court avec Sborowski pour trouver suffisamment de thunes pour s'acheter un pinceau, quelques tubes de couleur et une toile pour pouvoir travailler. Ils en étaient tous là, quoi. Et Raïm Soutine, il compliquait les choses, lui, parce que il cherchait des toiles, exclusivement des toiles du XVIIe siècle. Il courait les brocs et tout ça pour trouver des toiles comme ça pour pouvoir travailler dessus, parce qu'il pouvait pas travailler sur des toiles neuves, non, il pouvait pas. Et même les toiles du XVIIe, fallait qu'elles correspondent à certains critères tout à fait personnels. Soutine, on n'a jamais réussi à vraiment élucider le mystère. Autrement, il les lacérait, puis voilà. Ce qu'il a fait avec son espèce de mécène, la mère Castin, là. Et alors, le couple Castin courait les brocs de Paris et de partout pour trouver des toiles du 17e, tu vois. Il les faisait chier, comme c'est pas possible. Et des fois, quand ils les avaient trouvés, il les lacérait, ça allait pas, il fallait qu'ils recommencent tout, quoi. Et ainsi, il a continué. Non, mais il faut dire que c'était... Bon, enfin, pour vous dire que... T'étais pas barré sur un autre peintre que Soutine, là, par hasard? Oui, non, je suis toujours sur Soutine. Le Soutine, oui. Il a, hélas, vécu un peu plus vieux que Modigliani. Enfin, je sais même pas s'il a atteint la cinquantaine, puisqu'on n'était pas sûr de sa date de naissance. Donc, disons, il est mort un petit peu avant 50 ans, quoi. D'un ulcère à l'estomac qui s'était transformé en cancer. Enfin, bref, pendant la guerre, en 43. Il a réussi. Et ils ont tous beaucoup vécu de pain trempé dans la vinaigrette. Hein. Tout à fait. Il faut dire ça aussi. Le coup fin, bien sûr. Voilà, mais alors, en dehors qui accompagnait tout ça, évidemment, une puissance de travail extraordinaire, une puissance de destruction aussi extraordinaire, parce que comme l'évoquait Jean, c'était vraiment un ouragan, tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, quand il était en Provence, il attendait que le vent se lève avant de se mettre à bosser. Alors, il pouvait rester une journée entière, le cul posé par terre, en attendant que le vent se lève. Et quand le vent se levait, enfin, il commençait à peindre. Il avait besoin de mouvement, lui, pour peindre. Voilà. Et des paysages extraordinaire. Je crois qu'on n'a jamais rien fait avant ou après comme l'a pu le faire Soutine, des paysages qui bougent, qui dansent, tout ce qu'on veut, quoi. C'est vraiment la Java trou du cul du chat dans tous les coins. Je crois que c'est vrai. Ah non, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et alors, encore Soutine, c'est comme ces histoires de tableaux du 17e. Il envoyait les Castins à la chasse à ces peintures de Céret particulièrement, ces paysages, parce qu'ils voulaient les détruire. Et alors, ils avaient toutes les peines du monde à essayer d'éviter ça, quoi. Mais il fallait qu'il lui en ramène et pour qu'il puisse les détruire. Hein. C'était vraiment son truc. Et je pense que ça correspondait évidemment à son tempérament aussi, qui est complètement fou. Mais ce qui est resté, on peut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Je me souviens d'une expo à la Pinacothèque. À la Pinacothèque, oui. Voilà, et ce qui est de bien, c'est qu'il n'y avait pas trop de monde. C'est pas comme l'histoire avec Hopper, là, aujourd'hui, complètement démentiel. Des gens qui passent la nuit pour voir Hopper. Faut vraiment être malade. Bon, là, Soutine, non. Personne. Il y avait presque pas de monde. Alors, à mon avis, il a une pointure à côté. J'aurais pas être méchant, mais bon, Hopper, c'est gentillet. Hein, c'est vraiment du chromo à côté de Soutine. Hein. On voit pas Soutine dans les chambres d'enfants, ni dans les aéroports. Oui, il joue pas exactement dans la même cour. Pas vraiment, non. Voilà. Dans la même catégorie. Ouais, dans la même catégorie. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est quelqu'un qui est complètement hors norme, comme l'a souligné d'ailleurs Jean dans le texte que Piquéco a lu, complètement, qui dérange toutes les règles, etc. C'est vraiment une espèce de météore comme ça, comme les météores, c'est rare. Hein. Là, il est passé, puis quand est-ce que passera le prochain, on ne sait pas. En tout cas, pour moi, ça va. Enfin, il y a quelque temps déjà que je l'ai découvert, mais avec ce que Jean en a rapporté, ce que j'ai vu, etc. ces temps-ci, les derniers temps, je crois qu'il prend de plus en plus de place dans ma tronche, et que effectivement, à côté, j'ai du mal encore à m'intéresser aux artistes qui pourtant, il y a quelque temps encore, retenaient un petit peu ma sensibilité, mais là je les trouve un peu par l'eau, quoi.
Non, mais sérieusement, quand tu vois, enfin, le petit bouquin, là, tu sais que tu nous as pensé, là, sur Soutine, Rouge Soutine. Il y a aussi un doc, en noir et blanc, là, qui a été fait sur lui. Quand on voit le personnage, quand on connaît ses conditions de vie, par exemple, quand il faisait ses écorchés de bœuf, là. Non, mais c'est des choses invraisemblables. Ces mecs, ils travaillaient dans la puanteur, les asticots et tout. Alors, après, il rafraîchissait son quartier de bœuf avec du sang qui projetait dessus, qu'il allait chercher. Il mettait de l'ammoniac, en fait, pour éviter que la viande pourrisse. Ils injectaient de l'ammoniac dedans. Oui, ça, c'était les bouchers de Vaugirard qui lui avaient donné la recette. Voilà. Pour... Je te croyais guéri, mais... Ouais, mon Jean, mais c'est Soutine qui me... Bon, voilà. Non, mais t'as raison de m'engueuler parce que je me soigne pas bien, c'est sûr que... Tiens, pendant que t'es occupé ailleurs, tu connais l'origine du nom du quartier Montparnasse? Non. Non. En fait, évidemment, bon, il y a le Montparnasse des Grecs, hein, celui bien sûr qui surplombe la ville de Delphes, hein, c'est ça, et qui était le lieu de résidence des muses, peut-être même d'Apollon. Je me rappelle plus très bien, mais enfin, et en fait, c'est par ironie, c'était un carrefour le carrefour qui correspond en fait à l'actuel carrefour entre les boulevards Montparnasse et Raspail, tu vois, où c'était amoncelé un tas d'ordures et de gravats. Voilà. Et alors les étudiants du quartier, mais je te parle de ça, c'était au début du 18e, c'est-à-dire pas mal de temps quand même avant la Révolution française. Hein. On est, disons, dans les années 1720 ou 1725. Hein. Par ironie, évidemment, ils avaient appelé ce tas d'ordures le Montparnasse. Voilà, et c'est resté à tout le quartier. D'accord. Voilà. Ah, c'est vachement. T'as aussi peut-être. Merci Richard, un copain qui nous écoute de temps en temps et qui m'a communiqué cette petite info cette anecdote que je ne connaissais pas. Et qu'est-ce qui fait Riri? Je me doutais bien que ça faisait référence au Montparnasse des Grecs, mais... Et qu'est-ce qui fait Riri dans la vie? Il fait des choses inavouables. Non, Jean, tu m'intrigues. Ça le gênerait qu'on en parle. Ça le gênerait. Elle doit être dans la finance. On peut rien lui cacher, mais c'est infernal. Bon, on n'est pas très loin de Chaim Soutine, et un dernier trait de ce personnage qui est passionnant et qu'on ne peut qu'aimer. Et si aimer encore, c'est un terme assez tiède. Il en avait vraiment rien à battre de la notoriété, du fric, des gens riches. Il fuyait même les gens friqués, des mecs comme Barnes, des mecs comme Guillaume et compagnie, tous ces mecs-là, avant qu'ils aient pu mettre la main sur lui, il a fallu vraiment qu'ils se cramponnent, hein, parce qu'il en avait rien à foutre. Ce qu'il aimait, d'ailleurs quand il allait à Céret, quand il allait dans ces coins-là, enfin en Provence, où pourtant les gens sont vraiment des cadeaux, les gens l'acceptaient tout à fait. Pourtant il avait l'air d'un vrai clodo, quoi, qui parlait un français complètement massacré, etc. Les gens, ils l'adoraient, quoi. Il était dans son milieu, il aimait les gens humbles, il aimait les gens qu'on dit du peuple. Par contre, il pouvait pas piffer les bourgeois, quoi. C'était vraiment viscéral chez lui. C'était pas une de ces danseuses actuelles, là. Et on se demande pourquoi tu es attiré particulièrement par cette artiste. Je trouve des points communs. Hein? Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose. Quand tu dis qu'il pouvait pas piffer les bourgeois, t'as une espèce de conviction au moment où tu dis ça. Mais alors la table, je sais pas ce qu'il y a un truc là. Oui, enfin bon. C'est Radio Libertaire, hein, mais on parlera des œuvres en fin d'émission. On parlera qui permettrait de changer cette table, parce que c'est vrai que... Oui, ça serait bien que les auditeurs se mobilisent, s'il vous plaît. Bon, voilà, je crois que j'ai à peu près pas tout dit, évidemment, je pourrais vous tenir la jambe comme ça assez longtemps, mais je crois que vous avez compris que c'était quelqu'un qui était pas ordinaire et qui méritait vraiment qu'on regarde ce qu'il a fait, qu'on comprenne un peu ce qu'il a fait, parce que à la lumière de sa vie, c'est encore plus sensible, quoi, je veux dire. Parce que l'œuvre et la vie de cet artiste sont intimement liés, quoi. Voilà, à cette époque-là, il y avait quand même des artistes dont la vie de chiotte était quand même très liée à leur travail, quoi. Voilà.
Voilà, c'était une musique klezmer, c'était Happy Nigun par le duo Pele-Cugno. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, Arakaï avec Piquet-Cou à la régie, à la programmation musicale, autre chose. Notre Jean qui est là, à côté de moi, je n'ose pas le toucher parce que... Tape-moi sur l'épaule. Oh, non, tape-moi sur l'épaule que je t'arrange la face. Non. Notre Jean qui est arrivé depuis sa séance de torture quotidienne, voilà, qui est là à côté, ça, on est rassuré avec notre Piquet-Cou. Sans notre Jean, on se sent quand même un peu orphelin, voilà. Qui c'est qui va causer dans le poste maintenant? C'est moi. Piquet-Cou qui s'y colle. Voilà. Pour l'histoire d'artiste, Piquet-Cou raconte. Nathalie Kremer, qui est née à Paris en 1891 et qui est morte en déportation à Auschwitz en 1943. Tiens, comme c'est bizarre encore. Voilà, donc, pour poursuivre dans la lignée des femmes peintres d'origine juive ayant appartenu à l'école de Paris, voici quelques mots sur Nathalie Kremer, malheureusement un peu passée à la trappe aujourd'hui. Donc, elle est issue d'une famille juive polonaise. Elle est née à Paris où ses parents étaient venus se réfugier. Et dès son plus jeune âge, elle s'intéresse aux arts plastiques et à la poésie. En 1926, elle gagne un prix littéraire et publie un ouvrage, aujourd'hui introuvable, intitulé Rising Voices. J'ai absolument rien trouvé sur ce bouquin. Elle consacre la majeure partie de son temps à la peinture et participe à plusieurs expositions au Salon des Tuileries et au Salon des Indépendants. Elle est particulièrement productive entre 1936 et 1938. Pendant la guerre, elle se cache mais continue à peindre. En 1943, elle est arrêtée et déportée à Auschwitz. Un certain nombre de toiles ont été sauvées par un collectionneur, M. Granziani. Et aujourd'hui, ces tableaux sont conservés en Israël, à l'université de Haïfa et au Petit Palais de Genève. Alors on peut la retrouver dans des expos collectives. Alors, elle est de la Bible à nos jours au Grand Palais en 1985. Montparnasse, Atelier du Monde, ces artistes venus d'ailleurs, hommage à Kissling, au Forum des Arts à Marseille en 1982. J'ai également trouvé 2 articles de presse qui mentionnaient son travail. Le premier, donc, c'est la peinture de Nathalie Kremer, portant en elle les stigmates d'une époque, celle de la première vague des arrestations juives de la Seconde Guerre mondiale, dans une grande économie de moyens, des tons sobres et un dessin soucieux des formes simplifiées, évoquant l'art d'un Félix Vallotton, avec quelle rare qualité l'artiste sait faire passer dans l'expression des siens qui lui servent de modèle cette attitude concentrée d'une attente inquiète. Morte en déportation, Nathalie Kremer a su en quelques années réaliser une œuvre dont la sensibilité picturale laisse augurer de ce qu'aurait pu offrir un plus long avenir. Ça, c'était un extrait donc du Figaro en 1971. Un autre article de presse. Nathalie Kremer, vous ne la connaissez pas. Elle est morte en déportation à Auschwitz. Elle avait 52 ans et était élève de Marcoussis. Sa peinture, des portraits de sa famille, ses amis, fait partie de cette peinture juive qui réunit vers 1910 Chagall, Soutine, Kissling et Modigliani, avec lequel elle a beaucoup d'affinités et relève en même temps du fauvisme et d'une synthèse du cubisme et du réalisme. Simplicité et sensibilité au service d'une belle volonté plastique. Alors, pour voir quelques-unes de ses œuvres, on peut en voir sur Internet. On peut voir des portraits. Il y a 2 sœurs, une bretonne, un homme au canotier, un portrait de femme, 2 visages également. Voilà. Donc, ce petit texte, en fait, je l'ai trouvé sur un livre qui s'appelle Peintre juif à Paris de 1905 à 1939, dont l'auteur est Nadine Nisbauer, qui a recensé 150 peintres qui avaient tous fui l'antisémitisme de leur pays d'origine et dont près de la moitié a péri dans des camps de concentration nazis. Voilà, quelle joie. Voilà. Et alors Nadine Nisbauer, effectivement, c'est la principale experte de cette école de Paris. Donc elle a créé un site internet sur le blog de l'émission http://arakai.blogspot.com. Je mettrai un lien en fait à chaque fois pour tous les artistes dont on va parler aujourd'hui vers le résumé qu'elle en fait sur son propre site, consacré donc à l'école de Paris. Voilà, la plupart, quand on dit 150 peintres juifs, en fait, l'école de Paris, c'est essentiellement ça. Il y a des gens qui avaient fui. Voilà. Situation, voilà, l'Europe de l'Est ou de l'Europe centrale. Ouais.
Voilà, c'était Jean Ferrat, Nuit et brouillard. Pardon, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, avec Piqueco à la régie et notre Jean qui va vous causer tout de suite dans le poste de Pincus Crémeigne. Donc Pincus alors. Pincus. D'accord. Pas Pinchus. Ah, tu dis Pinchus? Ah non, mais c'est pour rigoler. Pincus, ça me va très bien. 1890-1981. C'est un petit peu compliqué en fait. Pincus Crémeigne, il fait partie de ces écoles, de ces peintres juifs qui ont composé cette école qu'on a appelée paradoxalement l'école de Paris, puisqu'il y avait pratiquement aucun Parisien, enfin je crois pas, dans les rangs. Si enfin Nathalie, si on considère Nathalie Crémer comme une Parisienne, elle est née à Paris, mais enfin bon, c'est une géographie un peu compliquée parce qu'il est né à Lida. Et Lida, je vous rappelle que l'Empire soviétique a quelque peu éclaté. Voilà, Lida, c'était la Lituanie, en fait, à l'époque. Aujourd'hui, c'est la Biélorussie. Il a fait ses études aux Beaux-Arts de Vilnius, qui était et qui était à l'époque en Lituanie aussi, et qui est toujours la Lituanie aujourd'hui. Enfin bon. C'est un petit peu compliqué. Il s'est inscrit, je crois qu'il avait 19 ans, à l'atelier sculpture, et c'est là, aux Beaux-Arts de Vilnius, qu'il fait la connaissance de Soutine et de Kikoïn. Donc voilà. Soutine, ouais, c'est ça, il était du shtetl lituanien. Voilà, exactement. Et pardon. Oui, mon Jean. Et c'est une amitié qui va... Une amitié importante qui va durer un petit moment, mais dont aura raison... leurs différentes façons, disons, d'avoir du succès, de rencontrer le succès à ces trois artistes. Voilà. Bon, je sais plus où j'en suis. Il me fait tellement de la peine. Ah, c'est moi qui te fais de la peine. Bah, dis donc, t'es gonflé. Bah ouais, tu sais, on trouve toujours plus misérable que soi. C'est vrai que je tiens pas la grande forme, on peut pas le dire. Non, non, ça, on peut pas, vraiment pas le dire, hein. Mais là, quand tu pars comme ça, j'ai quand même peur de te perdre, tu vois, hein. Non, mais parce que pour les auditeurs, c'est plus pas très agréable d'entendre un mec Surtout pour ceux qui connaissent la voix de la Fédération anarchiste, je rappelle que ce ne sont pas des poumons, ce sont des cavernes qu'il a notre Robert. Alors évidemment, quand il est malade, c'est aussi un petit peu surdimensionné, quoi. Hein. En 1912, il arrive à Paris. Il est donc le premier, en fait, à fuir lui, c'est clair. Hein. C'est vraiment l'antisémitisme qui sévit à l'époque en Russie qui fuit. Hein. Donc, il arrive à Paris en 1912. En 1913, et c'est sa première participation au Salon des Indépendants. C'est aussi le moment où il réussit, parce que ça devait pas être si simple que ça, malgré les conditions de vie qui étaient assez précaires. Il réussit à s'installer à La Ruche. Et c'est à partir de ce moment-là, un passage Danzig, qui existe toujours. La Ruche, je rappelle, elle n'est pas dans l'état où elle était à cette époque épique. Hein. C'est aussi cette même année, donc une fois installé à La Ruche, qui fait venir Kikoïn d'abord, puis Soutine à Paris. Je crois que Soutine, il arrive en 14, un truc comme ça, un an plus tard. Voilà. En 1914, c'est sa dernière en fait exposition de sculpture au Salon des Indépendants aussi. Pourquoi ? Parce qu'en 1915, je ne peux pas te donner la date précise, il abandonne la sculpture, mais définitivement pour la peinture. Voilà, l'école de Paris, je rappelle quand même que c'était Chagall, Fernand Léger, également, voilà, quand même un Français dans le tas, Lipschitz, Zadkine, pas très français non plus, on va dire aussi Zadkine. J'aime beaucoup sa sculpture à Zadkine. Voilà, il va commencer aussi à fréquenter les artistes de Montparnasse, en particulier Modigliani et André Derain. Il va s'intéresser au rayonnisme, un mouvement dont on parlera quand même. Je sais que les ismes, dans mon genre, y compris l'anarchisme, ça te... Non, sauf... Tu vas pas attaquer la voix de la fédération. Non, sauf l'anarchisme, les ismes te pèsent un peu. Mais bon, j'aimerais bien parler de ce mouvement quand même qui a rendu l'âme en 1915, parce qu'il a vraiment ouvert la voie au futurisme. Ça, c'est peut-être un peu discutable, mais aussi au suprématisme. Hein. Ouais. Voilà, les galeristes et collectionneurs Chéron, j'ai oublié son prénom, Paul Guillaume dont tu parlais tout à l'heure, mais aussi Zborowski, le fameux Zborowski,
vont commencer à collectionner ces toiles, ce qui fait que Crémeigne, assez rapidement, il a suffisamment d'argent pour pas trop se faire de soucis. Hein. C'est évidemment des raisons de sa brouille avec Soutine. Hein. Ouais, le bon, c'est Soutine. Ouais, hein. Tu l'as fait d'accord. Et je parle pas que de la peinture. Non. Mais la peinture de Crémeigne est un peu moins convaincante quand même que celle de Soutine. Voilà. En 1918, il fait partie de ces artistes qui rejoignent Céret, hein, la Mecque du cubisme, à l'instigation de Zborowski, comme on l'a dit tout à l'heure dans cet extrait de texte Rouge Soutine. Hein. En 1920, il entreprend une série de voyages, notamment en Corse et en Scandinavie, hein, qui vont modifier un petit peu à nouveau sa palette, hein, qui s'était déjà bien chargée de couleurs lors de ses séjours à Céret. Hein. En 1940, il se réfugie en France libre. Alors là, je crois que c'était en Corrèze. La Corrèze devait faire, toute cette région-là, en dessous du Limousin, là, ça devait faire partie de la France libre, et je crois qu'il se réfugie en Corrèze. Hein. À la Libération, il regagne Paris, hein, et il fera jusqu'à la fin de ses jours de fréquents séjours en Israël. Hein. Voilà. En 1960, il a jamais cessé en fait d'aller faire des séjours réguliers à Céret. Hein. C'est vraiment un des artistes qu'on retrouve régulièrement là-bas. Il se fait carrément construire une maison atelier qui ne quittera pratiquement plus. Hein. Voilà, puisqu'il meurt en 81, donc il va passer les 20 dernières années à peu près de sa vie à Céret. Voilà, par ses paysages quand même expressionnistes et puis ses nus un peu disloqués que je trouve ses peintures les plus intéressantes. Et il fait quand même partie de ces artistes d'origine russe, hein, qui ont marqué vraiment de leur empreinte cette école de Paris. Ça reste quand même pour moi un des plus importants, même si là aussi il boxe pas dans la même catégorie que Chaim. Soutine. Je suis d'accord avec toi, mon Jean. Merci beaucoup pour cet éclairage sur le père Crémeigne. Bon, je pense que là, on vous a fait quand même un petit morceau de radio qui comptera dans les années de l'émission, au moins. De l'émission et de l'histoire de l'art.
Voilà, c'était la valse des dépêches par Germaine Taillefer, qui faisait partie du groupe des 6 que j'avais évoqué la semaine dernière en passant un morceau de Darius Milhaud. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu Sabetsopu, Baracaille, avec Piquécou à la régie, notre Jean qui va vous causer tout de suite dans le poste. Je vous le demande, Émile, des expos à ne pas manquer. Ouais, mais je voudrais quand même balancer un petit peu là, parce qu'en fait, les auditeurs savent pas, c'est fait d'une manière assez sournoise, il faut le dire. Ouais. Pendant toutes les pauses musicales, ouais. Robert se plaint. Voilà. Il est con. Je me demande s'il devient pas un peu chouigneur. Hein, ah oui, c'est ça. Il va pas tarder, je le sens là, parce que la semaine dernière, je me suis déjà fait, bon, peut-être que c'était un peu justifié. Je me suis fait reprocher d'écouter plus volontiers mes propres histoires que les siennes. Moi c'est si, vrai. si. C'est n'importe quoi. Et il a carrément reproché, alors là, c'était carrément pathétique, à Piquécou de ne parler que d'elle, tu vois, là. Non, mais j'ai trouvé ça pitoyable. Oui, mon Jean, je veux pas te contrarier parce que dans l'état où tu es... Non, mais tu vas pas tarder à pousser la chansonnette. Oui, t'en profites parce que tes personnages... Ce sera plus Shlomo, ça sera Clo-Clo bientôt. Je suis le mal-aimé, Robert le mal-aimé. Les auditeurs connaissent tel que je veux me montrer. Téléphone sonne. Ouais, mais oui, on t'aime. Oui, bon, hein, t'es pas assez aimé, peut-être. Ah, non, je suis pas le mal aimé. T'es pas le mal aimé. Tu me poses de quoi, mon Jean? Des 1001 nuits d'abord à l'Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, ça c'est dans le 5e et c'est valable jusqu'au 28 avril 2013. Hein. On vous a déjà dit en fait tout le bien qu'on pensait de ce magnifique roman d'amour que sont les 1001 nuits, hein, dont l'érotisme haletant, pour ceux qui s'en rappellent, en tout cas dans sa version originale, hein, nous entraîne bien loin de l'enseignement des mollahs, Robert. Oh bah ça oui, alors là... Hein, tu en seras d'accord. Oh oui, et des curés aussi, et des rabbins aussi. Oui, ça... Bon, ceux-là on les assassine tellement souvent que... Oui, bon. c'est vrai. La femme, par le biais du mythe de Scheherazade, est très justement devenue le symbole du savoir contre la tyrannie, ouais, et du courage contre l'injustice. Ouais. L'Institut du monde arabe consacre une grande et belle exposition à ce texte, hein, qui fait aujourd'hui partie intégrante de la littérature universelle, hein, ça appartient à tout le monde, et qui a beaucoup évolué depuis ses origines. Dans un parcours à la luxuriante scénographie, le visiteur est plongé dans l'aventure du texte, hein, de Bagdad à la Chine, à travers peintures, gravures, dessins, notamment de Gustave Doré, mais aussi d'objets d'art populaires, bijoux, photographies, documents visuels ou sonores. Hein. On suit l'ouvrage en fait depuis sa genèse et ses origines indo-persanes, je le rappelle, jusqu'à sa traduction en français par Antoine Galland, c'est de cette traduction dont nous avions lu un extrait, et la publication chez nous de 12 volumes, hein, totalisant environ 70 contes et 281 nuits. J'ai quand même pas besoin de vous rappeler le thème de Scheherazade, hein, et la nécessité qu'elle avait de trouver une histoire différente à raconter chaque soir. Voilà. Sinon, elle se faisait zigouiller. Exactement. Ouais. Ça me rappelle d'ailleurs l'un de ces... Lequel c'était? Soliman le Magnifique, je crois, qui avait fait égorger la favorite qu'il aimait le plus parce qu'il était en train de tomber amoureux d'elle et qui considérait ça comme une dépendance insupportable. Voilà. Bon, la collection Michael Werner, ça c'est au Musée d'Art Moderne de Paris, hein, 11 avenue du Président Wilson, dans le 16e arrondissement. Hein, qu'on ne saurait trop vous recommander, ce musée qui est un peu trop négligé à mon avis. Mais bon. Oui, mais justement c'est pas mal parce qu'on y est relativement tranquille et vraiment à l'écart des grandes expos qui font migrer, hein, une quantité de gens. Tu parlais de Hopper tout à l'heure. C'est valable jusqu'au 3 mars 2013. Le collectionneur allemand Michael Werner a choisi le musée d'art moderne de la ville de Paris, hein, il est vivant encore, ce Michael Werner, pour faire un don exceptionnel de 127 œuvres d'art. Il a préféré ça à son propre pays. C'est assez polémique à mon avis. C'est à partir d'artistes parisiens, en particulier Jean Fautrier et Francis Gruber, hein, que Werner a commencé cette collection. Il a enrichi les plus grands artistes allemands de son temps. Hein. On y trouve aussi bien Derain, Picabia, Fontana, Michaud, Freundlich, Robert, excuse-moi. Je sais que tu adores cet artiste. Tu t'as fait un papier la semaine dernière. Oui, j'adore le personnage de l'artiste. Beuys, que tu apprécies aussi particulièrement, ou Baselitz, hein, que Dix, ou encore Le Roi. Ça,
Robert est fan. Ouais. Ce peintre du Schnorr dont nous avons fait déjà dit beaucoup de bien dans cette émission. Pour célébrer cette donation, qui est la plus importante depuis le legs du docteur Maurice Girardin en 1951, qui fut d'ailleurs à l'origine de la création du MAM de Paris, l'exposition monumentale réunit plus de 900 œuvres d'une trentaine d'artistes modernes et contemporains, dont une partie des 127 peintures et sculptures données au musée. Elle constitue en fait un regard rétrospectif sur la production artistique européenne du XXe siècle et met en évidence les tendances les plus marquantes de la scène contemporaine actuelle. Il y a vraiment à boire et à manger. Là, il faut y aller. Voilà. Ouais, non, mais ça, il faut que nos auditeurs, s'ils se déplacent dans les expositions que recommandent nos gens, puissent garder leur sens ou leur esprit, je sais pas comment on dit, critique, et pas aller pas là à la bouche ouverte dans ces expositions en pensant que tout est bon, tout est magnifique, etc. Dans la production artistique, d'un peintre ou d'un sculpteur ou d'un musicien ou d'un écrivain, il y a le meilleur et le pire, souvent. Faut pas rester bouche bée devant une œuvre sous prétexte qu'elle est dans un musée. Il faut savoir où ça plaît ou ça plaît pas. Il faut pas avoir peur de s'écouter aussi. N'est-ce pas, chers auditeurs? C'est la fête aux copains. Et vous êtes toujours sur Radio Liberté, une émission un peu animée, je sais pas si vous avez remarqué, des éclats de voix, c'est toujours Jean, il est insupportable, il arrête pas de se mettre en avant. Enfin bon... Animé par Esther, par Raymond et par Clo-Clo, ça c'est nouveau. Comme Piquet-Coup, d'ailleurs, dans sa régie, la mine de rien, elle prend de la place. Ça. Bon, enfin... Et ça y est. Oui, c'est pas la peine de faire cette tête-là, Piquet-Coup, de jouer les... Bon, bref. Ah, tiens, il y a un machin qui déconne. Voilà. Bon, on va quand même... je voudrais faire un coucou particulier à notre Claude, là, qui nous écoute. On lui a mis un petit peu de Bert Silva, au début, pour évidemment qu'elle se resitue un peu dans son époque. Avec son compagnon André. Voilà, ils sont en route vers leur centenaire. Enfin bon...
En même temps, hein, nous, on a des auditeurs, des petits, des grands, hein, des gros, des moyens, enfin bon, tous. D'ailleurs, on est représentatifs, tous les trois, Jean et un géant, Piquet-Cou, un peu moins, et quant à moi, je suis quasiment ras-bitume. Bon, voilà. Ah, mais j'ai un géant dans ta tête. Et puis je fais un coucou aussi à notre copain Thierry, qui est animateur de Blue en Liberté, et qui, comme notre Jean, subit les affres d'une rééducation. Ouais, mais Thierry nous disait au téléphone tout à l'heure qu'il pourra faire son émission en direct demain parce qu'un copain va l'amener en voiture. J'aime bien, va l'apporter. Va l'amener en voiture. C'est bien, ton copain, il est gentil de t'apporter, Thierry. Et moi, je suis en centre de rééducation, alors que Thierry avait plus de boulot. Il est en camp de rééducation. Oh, Thierry. Voilà, Thierry. Ben, on t'embrasse. Oui, on t'embrasse, mais fais attention que ton copain, quand il te porte, qu'il te lâche pas. Hein, parce que bon, après, il faut tout recommencer à zéro. Hein, comme notre Jean, ce matin, il recommence à zéro. Parce que je pense qu'il a fait dans son livre, vraiment. Ça ne regarde pas en même temps. Mais comme il nous en a causé, et ça l'a complètement démantibulé à nouveau. Voilà, je pense qu'il fabrique avec son bras droit. J'ai fait ce qu'on fait dans un lit. J'ai lu, j'ai dormi. Bon, mais c'est bien. J'ai mangé. T'avais ta bambinette et tout, ton haricot, tout ça, ouais. La tête de Jean. C'est ta vie, Robert, ça nous. Tu vois, c'est ta vie, j'ai la mienne, je veux dire. Bon, on va tout de suite vous parler des œuvres de la Fédération anarchiste. Donc, Radio Libertaire, la radio que vous écoutez en ce moment, comme je le répète, mais alors depuis 4 ans maintenant d'une manière régulière, comme Jean vous répète aussi d'une manière régulière qu'il faut aller à la Librairie Publico pour acheter vos livres, la radio qui a besoin de vos thunes pour pouvoir l'entretenir, son matos, pour pouvoir vous offrir toujours le maximum d'écoute dans des conditions optimales. Donc, on édite, donc la radio édite une carte d'auditeur que vous pourrez retirer à la Librairie Publico pour 20 €. Et avec ces 20 €, multiplié par nos millions d'auditeurs, ça fait de l'argent quand même. Voilà, on se prépare tous une petite retraite à Acapulco. Et puis, vous avez aussi en plus, parce que ça nous suffit pas, nous 20 €, hein, il faut traire un maximum. Donc vous avez aussi une souscription, au minimum de 5 € par mois, sur votre compte bancaire, hein, pour ceux qui en ont encore un. Et puis aussi, vous pouvez adhérer à l'association Les Amis de Radio Libertaire. Alors tout ça, évidemment, c'est payant, hein. Pas de souci. Voilà, avec tout cet argent-là, on va avoir bientôt. Je sais pas si on va pas s'acheter l'immeuble où on est d'ailleurs pour pouvoir agrandir les studios, tout ça, quoi. Voilà. Bon, non, je déconne un peu là, mais enfin, il faut bien rêver aussi. Quoique la propriété chez nous, c'est pas quelque chose qui sent vraiment très bon. Bon. Et puis la librairie Publico, la librairie de la Fédération anarchiste, la librairie du monde libertaire, tout ça à la fois. 145 rue Amelot, comme vous le rappelle notre Jean. Enfin, il répète moi en ce moment parce qu'il est pas là à l'heure où il devrait le répéter. Mais enfin bon. Ce matin, il a failli d'ailleurs. Arrivé à 11h30. C'est bien. Il y a de l'amélioration. En espérant que, en tout cas, son kinésithérapeute le libère pas trop tôt d'ailleurs, parce que bon, il faut quand même passer les soins, ça passe avant. Hein. Et voilà, donc la librairie Publico avec ses permanents, Max et Laurent. On a évoqué pour vous ce matin le sort funeste de 2 librairies catalanes à Barcelone qui ont fermé leurs portes. L'une pour être remplacée par un McDo, il faut quand même le faire, hein, une librairie où signait Federico Garcia Lorca, hein, Andreu Nin, qui était aussi un personnage assez connu des milieux révolutionnaires espagnols, qui était du POUM. Il a été dans sa jeunesse plus proche des libertaires, mais il a fini quand même au POUM. Enfin, on l'a suicidé sur ordre de Staline, évidemment. Voilà. On se demande bien ce que ça pouvait lui foutre à Staline que ce type-là soit au POUM en Espagne en plus, qui allait être ratatiné par Franco. Enfin bref, passons. Ça, ce sont les méthodes des dictateurs. Et voilà, donc la librairie Publico, elle résiste avec ses petits muscles, ses petits poings, face à l'adversité qui détruit peu à peu tous les lieux comme ça, les lieux conviviaux, les lieux où on peut échanger les yeux dans les yeux, mano à la mano, notre chaleur humaine. Non. Tout ça, ça va être remplacé par l'électronique. Même d'ailleurs dans l'éducation nationale, il est question, et ça,
on le sait depuis un moment grâce aux conférences gesticulées du camarade Franck Lepage, que l'éducation nationale va passer peu à peu au numérique, mais totalement numérisé, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de profs, plus rien. Ça sera tout sur ordinateur. Il y aura les surveillants pour voir s'il n'y a pas des glandeurs qui, au lieu d'écouter l'ordinateur, s'envoient pas des cocottes à papier, ou des petits avions, ou des boulettes, tout simplement, ou des boules puantes. Voilà, mais on est parti pour ça, quoi. Voilà. Alors, les librairies, la presse, l'école, tout au numérique, tout robotisé, ça va être vachement sympa. Alors, mais en même temps, pour les gens qui aiment faire du gras, du fric, etc., l'éducation nationale, c'est un pactole invraisemblable, c'est des milliards et des milliards à se gaver, et on est même étonné que ça soit pas fait avant. Enfin bon, c'est sur le chemin de la route, vous inquiétez pas. Voilà, alors quand tout sera sur des consoles ou des écrans, etc., ça va être vachement sympa la vie, croyez-moi, on va vraiment se marrer. Voilà, et comme il y avait un article de Porquet dans le Canard enchaîné à ce propos, qui disait, voilà, pour Aristote, quand même, pas de peau, hein. Il n'avait pas de tablette numérique. Einstein, c'est un vrai cancre, il savait, avec l'ordinateur, hein. Comment ces mecs-là ont réussi à faire ce qu'ils ont fait sans l'aide du numérique, quoi, voilà. Henri Kahn, mais Henri Kahn jaune, puisque ça fait disparaître des librairies historiques qui étaient là depuis presque un siècle, et voilà, et notre librairie Publico qui existe quand même depuis presque plus de 60 ans, ou presque 60 ans, c'est pas loin d'un siècle, hein. Et elle est aussi, elle, sur le bord du trou, mais elle résiste parce que, bon, c'est une librairie militante, et puis elle a des raisons de résister, quoi. Voilà, je pense que s'il y en a une qui doit rester, ça sera elle! Publico. Laurent et notre Max, au gouvernail. Croyez-moi, vous pouvez aller les voir, vous serez bien accueillis, et ils répondront à toutes les questions que vous pouvez leur poser sur la librairie anarchiste, mais pas que, hein. Ils sont quand même, c'est les libraires, quoi, voilà. C'est une race qui est en voie de disparition, mais il en existe encore quelques-uns. Et puis, le Monde Libertaire, le magazine de la Fédération anarchiste, un hebdomadaire, voilà, que vous pouvez trouver à la librairie Publico, la librairie Breco. Et bien sûr, j'avais un langage assez curieux. En fait, c'est comme ça qu'elle va disparaître. Oui, je pense que j'y participe activement. D'une certaine façon, oui. D'une certaine façon, oui. La librairie Publico, dans laquelle vous pouvez trouver un dépôt de presse du Monde Libertaire toutes les semaines, et puis tous les 15 jours du gratuit. Il est aussi en dépôt. Là, on sait qu'il y est. Mais ailleurs, on ne sait pas, parce que bon, c'est un gratuit, c'est les groupes anarchistes qui le distribuent, etc., c'est en dépôt ailleurs. Mais en tout cas, les Républicains, pour les parigots, ils savent que c'est là. En province, ça doit être dans des lieux bien particuliers, mais les camarades de province doivent informer les populations où ils peuvent trouver le gratuit et le Monde Libertaire. Voilà, il y a aussi un hors-série, comme son nom l'indique, hors série. Vous pouvez trouver aussi probablement la librairie Publico en dépôt. Voilà.